Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je cède la parole, en question principale, au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, on le sait, toute cette semaine, on a référé à une réalité consternante au Québec. 3 entreprises sur 4 manquent d'électricité. Ce qui fait dire au président, notamment du Conseil du Trésor, je le cite, « J'en ai des dizaines d'exemples d'entreprises qui avaient besoin d'électricité à qui on a dit « pas avant 2028 ». Fin de la citation. Dans l'attribution des blocs d'énergie, le premier ministre a dit que les entreprises québécoises ne passeront pas avant les étrangères. C'est du pareil au même pour lui. Il n'y a pas de différence. La semaine passée, Madame la Présidente, le gouvernement caquiste a vu quitter leur pierre d'angle, le ministre de l'Économie qui a quitté. Aujourd'hui, c'est l'économiste, député de Saint-Jérôme, qui quitte la CAQ et qui réalise que la CAQ n'est pas le parti de l'économie. Voyons, soyons sérieux, Madame la Présidente. C'est clair que ce n'est pas le parti de l'économie. Dans Québec d'abord, pour notre économie, rappelons-nous les belles promesses, les belles paroles. Plateforme électorale de la CAQ en 2022, où on pouvait y lire « nationalisme économique ». Mieux soutenir les entreprises québécoises afin qu'elles puissent grandir et fabriquer au Québec. L'exemple viendra d'en haut. La Coalition Avenir Québec, encore une fois, a abandonné les Québécoises et Québécois. Le premier ministre va-t-il rectifier le tir et leur donner l'énergie? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on le sait, l'économie, partout dans le monde, est en changement. Entre autres, on doit vivre ce qu'on appelle la transition énergétique. Puis ça va affecter beaucoup les entreprises. Éventuellement, si on veut se débarrasser des GES, il va falloir que les entreprises manufacturières utilisent de l'énergie verte. Maintenant, Madame la Présidente, la vraie question qui se pose, puis j'aimerais que le Parti libéral se positionne, c'est aurait-on dû, oui ou non, accepter de donner de l'énergie à des entreprises, par exemple, de la filière batterie? Nordvolt, GM, Ford. Il n'y a pas d'entreprises québécoises, malheureusement, qui veulent ou qui nous offrent de fabriquer des batteries. Madame la Présidente, dans l'histoire du Québec, souvent, trop souvent, on a exporté nos ressources naturelles sans les transformer. On a la chance d'avoir des minéraux stratégiques comme le lithium au Québec. Moi, j'aime mieux voir des GM, Ford, Nordvolt transformer le lithium au Québec pour en faire des batteries pour des véhicules électriques. J'aimerais savoir quelle est la position du Parti libéral. Est-ce qu'ils sont pour ou contre la filière batterie avec des grandes entreprises comme GM, Ford ou Nordvolt? Première complémentaire. Pour le Parti libéral du Québec, Madame la Présidente, c'est Québec d'abord. Quand le premier ministre dit en cette Chambre que ce soit une compagnie chinoise ou québécoise, pas de différence, c'est pas Québec d'abord. L'hydroélectricité, ça nous appartient. Ça appartient aux Québécoises et Québécois. Il est où le premier ministre qui nous promettait du nationalisme économique dans sa plateforme de 2022? Il a été élu là-dessus. Puis comme le collègue de Saint-Jérôme, on se réveille avec un méchant mal de tête un matin. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, le défi, c'est de faire les deux. C'est d'aider nos entreprises. D'ailleurs, la ministre de l'Économie le disait, le rappelait hier. Quand on regarde les interventions d'Investissement Québec, d'abord, ils ont doublé depuis qu'on est au pouvoir, puis 92 s'adressent à des entreprises de moins de 200 employés. Mais, Madame la Présidente, on ne sait toujours pas si le Parti libéral est d'accord qu'on travaille avec des entreprises comme GM, Ford et Nordvolt pour développer la filière batterie au Québec. Est-ce qu'ils sont pour ça ou contre ça? Deuxième complémentaire. Là, Madame la Présidente, ce matin, encore une fois, il y a toujours une divergence au sommet de l'État. Parce que Michael Sebia, le PDG d'Hydro-Québec, a dit « on n'en a pas donné assez à nos entreprises québécoises, il faut rééquilibrer le tout ». Ça, c'est un constat, c'est un aveu clair, lucide,
du président d'Hydro-Québec. Le premier ministre, lui, n'est pas d'accord avec ça. Ça n'a pas été long que Sophie Brochu a quitté, ça n'a pas été long que le ministre aussi a quitté. Combien de temps M. Sebia va rester? La réponse du premier ministre. Madame la présidente, quand on regardera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, l'histoire du Québec, je pense qu'un des legs importants, ça sera la filière batterie. Ça sera de dire, on utilise des minéraux qu'on a au Québec, on les transforme au Québec pour les mettre dans des véhicules électriques pour, en bout de ligne, sauver la planète. Ce qu'on ne sait toujours pas, puis je répète ma question, puis j'aimerais ça la poser à tous les partis d'opposition qui chialent, est-ce que GM, Ford et Nordvolt, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça, oui ou non? Et demeurons respectueux avec nos propos. Troisième complémentaire. Madame la présidente, désolé, mais le premier ministre répond pas à la question. Le premier ministre, lorsqu'il est devant la prise de position claire du PDG d'Hydro-Québec, qui dit qu'il a négligé les entreprises québécoises dans l'octroi de blocs d'énergie, est-il d'accord et va-t-il rectifier le tir? Il est où le premier ministre qui disait « continuons », qui nous promettait du nationalisme économique, qu'aujourd'hui qui dit « pas de différence entre une compagnie étrangère et une québécoise ». Voilà. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la présidente, ce qui est de plus en plus clair, c'est qu'on a un gouvernement de la CAQ qui prépare l'avenir pour les prochaines générations, qui prépare des nouvelles filières. J'invite d'ailleurs le chef de l'opposition officielle à être à l'écoute demain. On va parler d'une autre nouvelle filière. Madame la présidente, il faut faire les deux. Il faut être capable d'aider nos entreprises québécoises à croître, mais quand c'est nécessaire, que ce soit des Rio Tinto, des ArcelorMittal, des GM, des Ford, quand il n'y a pas l'équivalent au Québec, il faut se préparer pour offrir à nos jeunes des emplois de qualité. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madame la présidente. Le problème, quand le premier ministre dit qu'il faut faire les deux, c'est parce qu'il ne fait pas les deux, il en fait un. Prenons encore un exemple concret. Hier, il y avait M. Philippe Lapierre, PDG des Forges de Sorel, à Tout un matin avec Patrick Masbourien. Il expliquait que lui s'est fait dire non pour des mégawatts pendant qu'une entreprise étrangère s'est fait dire oui. On lui a demandé, savez-vous pourquoi on vous a dit non? On ne sait pas pourquoi. Pas de grille d'analyse. Aucune question sur l'impact économique. Aucune question sur l'impact social. Aucune question sur le projet environnemental. Nous, on veut décarboner et on se fait dire non. Patrick Masbourien pose la question suivante. Est-ce qu'on parle d'emplois qui sont menacés? Réponse, absolument. Alors aujourd'hui, est-ce que le premier ministre peut enfin dire mot pour mot ce que M. Sebia a dit, c'est-à-dire qu'il faut rebalancer le Québec d'abord, arrêter de se mettre à genoux devant des entreprises étrangères? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la présidente, merci. Alors, comme le dit le premier ministre, il faut parvenir à faire les deux. On a à la fois besoin de la contribution des PME au Québec. Et Dieu sait que cette contribution-là, elle est centrale, mais elle est soutenue par le gouvernement, notamment de la part d'Investissement Québec. 92 des interventions d'Investissement Québec sont faites pour des entreprises de moins de 200 employés. Alors, les PME, qui constituent le tissu entrepreneurial important du Québec, eh bien, elles sont aidées, elles sont soutenues par Investissement Québec, par une pléiade, une série de programmes. Et également, il faut attirer des investisseurs étrangers parce qu'ils ont un impact particulièrement important, notamment en amenant la création d'emplois, des emplois bien rémunérés. On voit aussi que du côté de la recherche et développement, les entreprises multinationales également injectent beaucoup de projets, d'initiatives. Et il faut arriver à mailler tous ces gens-là, à faire des maillages entre les PME et les investisseurs internationaux, de telle sorte qu'on les propulse dans des écosystèmes qui offrent des opportunités économiques fantastiques. En première complémentaire, nous écoutons la députée de Mélile. Le ministre de l'Environnement nous a dit qu'on avait besoin de Nordvolt pour décarboner le Québec. Bien, les forges de Sorel avaient justement un projet de décarbonation qui aurait permis de retirer
30 000 tonnes de CO2. Ça, c'est l'équivalent de 6 500 voitures. C'est énorme. Bien, à la place, la CAQ a préféré une entreprise étrangère qui fait du géotextile plutôt qu'une entreprise de chez nous qui nous aurait aidés, qui nous aurait rapproché nos objectifs climatiques. Est-ce que c'est ça, le courage de la CAQ? Bravo. Vous connaissez la règle. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. Mais comme je le mentionnais, c'est important de faire les deux, d'être à la fois en soutien aux entreprises québécoises, aux PME, de même qu'aux grands joueurs internationaux. Et pour ce qui est des critères, eh bien, j'aimerais informer en fait l'opposition officielle que les critères de décision, ils sont présentés, ils sont expliqués sur le site du ministère de l'Économie. En fait, c'est là depuis au moins 1 an et demi. On voit l'ensemble des critères qui sont utilisés pour l'analyse des dossiers. Je pourrais transférer l'adresse courriel en question, l'adresse Internet en question à la députée. Mais ces critères-là, ils sont là. Ils concernent les retombées économiques, ils concernent la capacité technique, les impacts environnementaux et impacts sociaux également, et impacts économiques, bien entendu. Deuxième complémentaire, je reconnais la députée de Saint-Laurent. Monsieur Lapierre, PDG des Forges, lui, n'a pas reçu une grille d'analyse. Pondération, impact environnemental, échec avec la CAQ. Au niveau du développement économique québécois, échec avec la CAQ. Maintenant, la question demeure encore pleine et entière parce qu'hier, le premier ministre a dit à Alain Laforêt, je vais répondre à votre question demain. Demain, c'est aujourd'hui. Pourquoi vous préférez les entreprises étrangères au détriment des entreprises québécoises? Répondez-nous. C'est simple. Et je vous rappelle de vous adresser à la présidente. Madame, vous le savez. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. Alors, c'est important de prendre considération des différents critères qui sont dans l'analyse présentée par le ministère de l'Économie. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on soumet un projet qu'automatiquement il est accepté. On peut bonifier, par contre, un projet. Donc, si quelqu'un a vu son projet être refusé, il peut le réévaluer, le moduler et puis le resoumettre. Donc, ça, c'est une option. Alors, il n'y a pas de fermeture de la part du ministère. Il est possible de remanier un programme pour faire en sorte qu'il corresponde aux différents critères qui sont adoptés par le ministère. Merci. En question principale, je reconnais la députée de Saint-Laurent. Donc, je suis certaine de bien comprendre. Le nationalisme économique du gouvernement, de la CAQ, c'est d'aller partout à l'extérieur du Québec. Venez-vous-en chez nous, on va vous donner notre énergie à rabais. Pendant ce temps-là, on va dire non à nos entreprises du Québec et en plus, on va refler la facture parce que hier, surprise, la ministre nous a dit qu'il y aura une taxe verte. Eh oui, une taxe verte pour les emplois en région. Merci, on l'apprend. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment avoir la réponse. Parce que M. Lapierre, lui, il ne sait pas pourquoi on lui a dit non, alors qu'il veut décarboner. Il ne comprend pas que lui va devoir payer plus cher qu'une entreprise étrangère parce qu'il va falloir qu'il achète sur le marché de la carbone. Et il ne sait toujours pas pourquoi que ces emplois à 50 $, le premier ministre ne les considère pas. Alors, où est notre premier ministre pour nos entreprises québécoises? Pourquoi il préfère les entreprises étrangères au détriment des entreprises québécoises? La question, elle est tellement simple. Où est son courage? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente, je ne reconnais pas le Parti libéral du Québec, là, sincèrement. D'entendre du Parti libéral un appel à la fermeture sur le plan économique du Québec, c'est quand même particulier. On a des accords économiques internationaux, notamment pour échanger sur le plan commercial. Et on utilise ces accords économiques internationaux pour attirer des joueurs d'importance, pour nous connecter au marché à l'international, et c'est essentiel de le faire. Et c'est essentiel aussi de connecter ces acteurs, ces joueurs qu'on réussit à attirer avec nos entrepreneurs québécois. Alors, c'est ce à quoi on travaille. Pour ce qui est de la création d'une taxe, on n'a peut-être pas participé à la même commission hier, parce que ce dont il est question, c'est de faire en sorte que les industriels paient un juste prix en regard du bloc énergétique patrimonial. Alors, on en a discuté abondamment hier, et puis c'est inscrit dans le projet de loi 69. On veut rétablir une inéquité causée par les libéraux avec l'appui du PQ et qui a généré, en fait, une non-indexation des tarifs industriels du bloc patrimonial. Alors, on va réparer ça. Première complémentaire, je reconnais le chef de l'opposition officielle.
Très clairement, Madame la Présidente, toutes les Québécoises et Québécois sont témoins de ce qui se passe avec la CAQ, qui se prétend être le parti de l'économie, puis qui ne l'est pas du tout. La CAQ qui avait promis du nationalisme économique dans leur plateforme électorale. Puis quand c'est le temps rendu au pouvoir, bien, c'est les compagnies étrangères qui passent avant les compagnies québécoises. Là, un matin, le premier ministre, là, M. Lapierre, vous écoute. Ouais. M. Lapierre des Forges de Sorel, il s'est fait dire non, c'est une compagnie étrangère qui l'a eu. Qu'est-ce qu'il lui répond? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidence la réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je rappelle au chef de l'opposition officielle que depuis 6 ans, meilleure croissance économique au Québec que dans le reste du Canada, meilleure augmentation des salaires au Québec que dans le reste du Canada, meilleure augmentation du revenu disponible après impôts et après inflation que dans le reste du Canada. Maintenant, Madame la Présidente, on va continuer d'aider les entreprises québécoises, mais on va aussi attirer des entreprises comme GM, Ford et Nordvolt parce qu'on a une vision d'avenir, contrairement au Parti libéral. Deuxième complémentaire. Le premier ministre, chef de la Coalition de Québec, a été élu en 2022 sur la promesse qu'il allait être un nationaliste économique, que ça allait être Québec d'abord. Je vais poser la question, qu'est-ce qui répond à M. Lapierre, qui s'est fait dire non, puis qui a été privilégié une compagnie étrangère à une compagnie québécoise qui en a besoin pour sa survie puis se développer. Qu'est-ce qu'il lui dit à M. Lapierre? Moi, je pense que le constat est clair. Il n'a pas dit la vérité, le premier ministre, il a trompé les Québécois. Voilà. Je suis debout, Monsieur le leader, je vais gérer ça, merci. Monsieur le chef, vous connaissez les règles, retirez vos propos. Vous ne pouvez dire ces propos, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je vous invite à retirer vos propos. Je les retire. Vous les retirez? Je les retire. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je vais donner un petit devoir au chef de l'opposition officielle en fin de semaine. Allez faire un tour à Bécancour, OK? Qui se promène un petit peu puis qui parle avec les PME de Bécancour. D'abord, ils ont vu l'usine de GM qui va faire des cellules de batterie qui est presque terminée et ils se frottent les mains, les PME québécoises, parce qu'ils se disent on va être fournisseur de cette entreprise-là. Donc, je lui donne un petit devoir, qui a fait un petit tour à Bécancour, il va voir que les PME sont très contents. En question principale, je reconnais maintenant le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'était écrit dans le ciel. Ce matin, le premier ministre est placé devant ses propres contradictions. Quand il est revenu en politique, le premier ministre a fait des promesses intenables aux Québécois et aux Québécoises. Il leur a dit « Je vais redresser le système d'éducation, je vais redresser le système de santé, mais en même temps, je vais baisser les impôts des plus riches. » 6 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les Québécois n'ont pas des meilleurs services, mais en plus, ils les payent 2 fois. Une fois sur leur rapport d'impôt et une autre fois au privé quand la file d'attente est trop longue pour se faire soigner au public. Alors, on se retrouve avec le pire des deux mondes. Les services coûtent cher et en plus, ils ne fonctionnent pas. Et en plus, on a un déficit historique. Madame la Présidente, comme société, on a 2 choix. Soit on continue de baisser les impôts des plus riches, et dans ce cas-là, on se condamne à l'austérité et à la privatisation. Soit on en demande un peu plus aux milliardaires et aux grandes entreprises, et là, on investit pour faire fonctionner la santé et l'éducation. Ce matin, le premier ministre se retrouve face à ses propres contradictions. Il n'a pas livré ce qu'il avait promis aux Québécois, Québécoises. Qu'est-ce qu'il va faire? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, je reconnais bien le chef de Québec solidaire. Le chef de Québec solidaire est contre les baisses d'impôts, contre les baisses de taxes. Il promettait même d'en ajouter des taxes oranges. Donc, on a un différend de ce côté-là. Mais nous, on a fait le choix, effectivement, de baisser les impôts, mais aussi d'investir dans les services, puis de revenir à l'équilibre budgétaire sur un échéancier raisonnable de 5 ans. Je pense que c'est une décision qui est responsable.
mais je respecte le fait que Québec solidaire veut augmenter les taxes et contre les baisses d'impôts. Je savais ça, là, mais j'ai encore la confirmation. Première complémentaire. Parlons-en de sa baisse d'impôt. Sa baisse d'impôt a remis 138 $ dans le portefeuille d'une caissière et 810 $ dans le portefeuille de son patron. Pendant ce temps-là, les gens paient en double pour se faire soigner parce que le public n'est pas capable de donner des rendez-vous. Les loyers coûtent encore plus cher, les salaires n'ont pas suivi. Puis, par-dessus tout ça, il y a 11 milliards de déficit. Ce qui se passe ce matin, c'était écrit dans le ciel. Qu'est-ce que le premier ministre va faire? La réponse du premier ministre. Ouais. Madame la présidente, le chef de Québec solidaire oublie des mesures. On a augmenté l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes à l'emploi de 50 %. Pas 5 %, pas 10 %. On a augmenté les paiements mensuels de 50 %. On a aussi, Madame la présidente, mis en place un crédit d'impôt de 2 000 $, donc c'est après impôt, pour les personnes de 70 ans et plus, parce qu'ils vivent l'inflation, puis leur pension n'est pas toujours à la même hauteur que l'inflation. Donc, bon, puis la classe moyenne a eu droit à des baisses d'impôts, puis il est contre ça, puis c'est bon, on va... Deuxième complémentaire. Le premier ministre vient de faire la liste des ingrédients d'une recette dont on a déjà le résultat sous les yeux. Ça ne marche pas. Les gens n'ont pas des meilleurs services en santé. Les gens n'ont pas des meilleurs services en éducation. Ils paient plus cher de loyer, plus cher d'hypothèque, plus cher d'épicerie. Les gens sont plus serrés à la gorge. Et en plus, on a 11 milliards de déficit parce qu'il a décidé de baisser l'impôt des plus riches. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'échec de sa recette. La réponse du premier ministre. Madame la présidente, contrairement au gouvernement précédent du PQ et du Parti libéral, on ne va pas baisser les bras dans nos négociations, entre autres avec les infirmières, parce qu'on n'arrivera jamais à améliorer les services en santé si on n'a pas plus de flexibilité dans les conventions collectives. Qu'est-ce qu'a fait le chef de Québec solidaire et sa gang? Il était sur les lignes de pitage pour défendre la FIC qui ne veut pas nous donner la flexibilité pour donner des meilleurs services aux Québécois. Bien, c'est le choix de Québec solidaire. Pas de commentaire après les réponses. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Sherbrooke. Hier, la ministre de Solidarité sociale a enfin déposé sa réforme de l'aide sociale avec la précarité qui augmente partout au Québec. Il était temps. En ce moment, la prestation de base, c'est 807 $ par mois. Et après le projet de loi, ça va être encore 807 $ par mois. C'est impossible de vivre dignement au Québec avec 807 $ par mois. Dans aucune ville, dans aucun village sur le territoire du Québec, on peut vivre dignement avec 807 $ par mois. La ministre veut aider les gens à retourner sur le marché du travail, moi aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle ne s'attaque pas aux gains de travail. En ce moment, les personnes qui sont aptes au travail n'ont pas le droit de gagner plus que 200 $ par mois, sinon elles se font couper. C'est quasiment un incitatif à rester chez soi. Personne ne gagne à pénaliser les gens qui sont en mesure de travailler et qui veulent le faire. Si on veut les inciter à travailler, pourquoi on n'agit pas sur les gains de travail pour leur permettre de garder ces revenus-là? La ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Merci beaucoup, Madame la présidente. Puis j'apprécie la question de ma collègue pour pouvoir parler de ce projet de loi qui a été déposé hier et qui vient changer des choses qui perduraient depuis 20 ans dans cette loi qui vient en aide, évidemment, aux personnes qui sont en situation de précarité. Ce qu'on fait avec le projet de loi, c'est d'améliorer l'accompagnement. On voit que les prestataires ont changé, le profil a changé depuis 20 ans. Alors, on veut accompagner les gens vers l'emploi parce que c'est l'emploi qui permet d'améliorer sa condition de vie, sa condition économique. Et c'est ça qu'on veut encourager. On veut encourager par l'accompagnement, on veut encourager par la formation, on veut encourager en modifiant les contraintes à l'emploi en contraintes de santé. Contraintes de santé, ça veut dire qu'on est sur la personne, non pas sur sa capacité au travail, mais sur son état de santé. Et ça vient tout changer, la dynamique pour ces personnes
qui ont besoin d'aide. Alors, on veut les accompagner vers l'emploi. On élargit le programme, on élargit des programmes, on veut les accompagner. Première complémentaire. La ministre veut faire une réforme à coût nul. Sortir les gens de la pauvreté à coût nul, bonne chance. Une des seules choses qu'on peut faire à coût nul, c'est de leur permettre de garder les revenus de travail. On veut les inciter à revenir au travail. Il y aura des programmes pour ça, pour faciliter ça. Est-ce qu'on peut leur laisser le revenu qu'ils vont gagner en retournant travailler? Si on veut les sortir de la pauvreté, si on veut les inciter à participer à ces programmes-là puis aller s'en chercher un travail, parce qu'avec 807 $ par mois, c'est pas possible de vivre dignement au Québec. Est-ce qu'on peut leur laisser gagner plus que 200 $ sans les couper? La réponse de la ministre. Lutter contre la pauvreté, c'est notre objectif. J'ai déposé au mois de juin dernier le plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Le projet de loi est au cœur du plan de lutte à la pauvreté. On veut aider les gens à aller vers l'emploi. Juste par le programme Objectif Emploi, qui actuellement est disponible pour les personnes qui font la demande pour la première fois. Maintenant, une personne qui fait une demande une deuxième fois pourra avoir accès. Ça donne un surplus de salaire entre 325 et 475 $ par semaine pour apprendre, pour de la formation, pour de l'accompagnement, puis entrer sur le marché du travail. Ça, c'est important. Deuxième complémentaire. En ce moment, une personne qui est considérée inapte au travail par le gouvernement peut aller toucher jusqu'à 15 000 $ de revenus de travail et ça l'aide à sortir de la pauvreté. C'est une bonne chose. Comment se fait-il qu'une personne qui est considérée apte au travail par le gouvernement ne peut pas toucher plus que 200 $ par mois sans se le faire couper, alors qu'on nous dit qu'on veut les inciter à retourner au travail? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur incitatif pour travailler que de pouvoir toucher un salaire après avoir travaillé? La réponse de la ministre. On veut accompagner les gens. C'est d'abord le premier objectif, les accompagner vers l'emploi. On met en place différents programmes. Il y a un supplément de revenus au travail aussi qui a été intégré dans le dernier budget. Et on continue à travailler pour améliorer la situation. On veut que les gens puissent avoir accès à l'emploi. Dans le premier trimestre de 2024, il y avait 35 000 emplois disponibles qui ne demandaient aucune qualification. On peut aller chercher les gens et les aider à avoir ces emplois-là. Ils sont éloignés du marché du travail, alors on modifie des façons de faire dans ce régime d'assistance sociale pour aider les gens. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de souhaiter une bonne session au ministre de la Santé. J'espère que sa motivation n'a pas trop décliné durant l'été parce qu'on a beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour rétablir la santé au Québec, le réseau. Parlant de ça, le ministre, lui, a choisi de confier les affaires courantes à Santé Québec et à ses Top Guns. Ça fait 6 mois que ces gens-là sont au travail, derrière des portes closes. Dans quelques semaines, Santé Québec va devenir le plus gros employeur, non seulement au Québec, mais au Canada, un des plus gros employeurs en Amérique du Nord. Santé Québec va gérer des milliards de dollars de notre argent. Pourtant, à ce jour, on n'a pas eu l'ombre du début d'une occasion de parler à Mme Geneviève Biron, qui est la PDG choisie personnellement par le ministre, au poste de PDG de Santé Québec. C'est pas normal. Et on risque d'attendre encore 6 mois jusqu'au prochain crédit pour avoir l'occasion de lui parler. Est-ce que le ministre est d'accord avec moi qu'on devrait la convoquer rapidement ici pour qu'on lui pose des questions? La réponse du ministre de la Santé. Avec plaisir, Madame la Présidente. Alors, je tiens à saluer mon collègue aussi parce que j'espère qu'il a eu un aussi bon été que le mien. Je reviens avec, parlons de batterie, ma batterie très rechargée. Alors, j'aimerais vous dire, Madame la Présidente, que je profite de cette petite minute-là pour faire un peu le point sur le réseau de la santé. Dans la dernière année, je veux rappeler aux gens qui s'inquiètent de l'état du réseau de la santé que nous avons réussi à engager plus de 17 000 professionnels depuis le printemps 2023. Ça, c'est des infirmières, c'est des préposés aux bénéficiaires, c'est des travailleurs sociaux. Et ces personnes-là commence à nous dire qu'on retrouve l'employeur de choix que l'on recherche. Et c'est important de le dire parce que lorsqu'on dit pourquoi le système a encore des difficultés, une chose, on oublie de regarder l'augmentation de la demande
qu'on a depuis quelques années. À titre d'exemple, Madame la Présidente, il y a plus de 15 de personnes âgées qui sont présentes dans nos urgences en ce moment. Je continuerai pour faire le lien avec Santé Québec avec plaisir. Première complémentaire. On est un petit peu loin de notre profit, là. Je ne sais pas si le tintamarre de la FIC fait de l'interférence, puis le ministre n'entend pas mes questions, là, mais je parle de la comparution de Mme Biron ici, puis de la haute direction de Santé Québec. Je comprendrais que le gouvernement, après la comparution de M. Sabia, n'est pas super chaud à amener les dirigeants de sociétés d'État ici, là, mais la question, elle reste, là. La question, elle reste, là. Ça fait 6 mois qu'ils travaillent, on va attendre encore 6 mois. La question est super simple pour le ministre, qui ne trouve pas normal qu'on convoque ces gens-là qui vont gérer nos milliards de dollars en santé pour qu'on leur pose des questions, qu'on fasse notre travail ici. La réponse du ministre. J'en ai profité parce que c'est mon premier ministre qui répondait au chef de la deuxième opposition sur l'état lamentable du réseau de la santé, alors que je voulais préciser que les gens, notamment avec Santé Québec, qui va prendre effectif au cours des prochains mois, qu'on améliore le réseau de la santé malgré les difficultés d'augmentation de la population, du vieillissement de la population. Maintenant, ce qu'on a demandé à Mme Biron, à son équipe et au conseil d'administration, c'est de bien se préparer durant l'été. C'est ce qu'ils font. Ils ont à peu près complété leur équipe de direction dans les dernières semaines. Puis moi, j'ai aucun problème à ce que ces gens-là, lorsqu'ils seront prêts de le faire dans les prochaines semaines, qu'ils rencontrent les députés de l'opposition avec plaisir. Nous serons complémentaire. On avance. On avance. Je suis content qu'ils travaillent. Je suis sûr qu'ils travaillent. Donc, quand ils se jugeront prêts, ils pourraient venir. Mais il y a une autre façon de faire ça. C'est que nous, on peut les convoquer. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne ici. J'ai déposé une demande, un mandat d'initiative pour les faire venir ici. C'est de bonne foi parce que je pense qu'on se rendrait service tout le monde. Le ministre se rendrait service, on se rendrait service, puis surtout, on rendrait service à la population du Québec. Le ministre est un habile communicateur et les gens lui font confiance, mais il n'y a personne qui lui a signé un chèque en blanc de 50 milliards pour Santé Québec. La réponse du ministre. Les règles, Madame la Présidente, je rappelle aux députés de Rosemont que les règles de communication, de reddition de comptes ont été très clairement établies dans PL 15. J'aimerais lui rappeler. Ce que j'aimerais dire aussi, puis je pense que j'apprécie qu'il dise que ces gens-là travaillent, autant les gens du conseil d'administration, tout le monde a salué la qualité des personnes qu'on a mises sur le conseil d'administration et l'équipe de direction. Qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Ils ont dit, avant de parler à quelqu'un, là, on va aller faire le tour. Ils ont été dans nos régions et c'est ce qu'ils font en ce moment. Et quand ces gens-là seront prêts à venir rencontrer les gens de l'opposition, bien, ça ne sera pas des discussions théoriques, c'est des gens de terrain qu'on a engagés et ces gens-là viendront vous parler de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je veux saluer le courage du député de Saint-Jérôme qui, ce matin, a choisi d'être fidèle à ses convictions et a choisi également d'être très clair sur ce qu'il pense. On ne partage pas les mêmes idées, mais je pense que c'est noble en politique de rester fidèle à ses principes. Et ce qu'il a dit ce matin, c'est déjà partagé par des millions de Québécois, à savoir qu'on ne peut pas faire confiance à la CAQ. On ne peut pas se fier à la parole du premier ministre parce qu'il promet une chose et ensuite il fait exactement son contraire. Monsieur le leader du gouvernement, question rappel au règlement, lequel je vous prie. Madame la Présidente, je trouve ça fort en café de la part de quelqu'un qui a changé de formation politique, qui était orphelin politique. Je suis debout, c'est beau, messieurs, je suis debout. Et lorsque je suis debout, les micros sont fermés. Nous allons poursuivre, demeurons respectueux, mais poursuivez dans votre question. On ne peut pas se fier à la parole du premier ministre qui promet une chose et fait son contraire. En immigration, on nous avait dit que plus de 50 000, c'était suicidaire. On a fait exactement l'inverse le lendemain. En matière de transport, il n'y a pas que le troisième lien. Il y a le REM de l'Est, les tramways. On avait promis de changer la rémunération des médecins, puis de changer l'incorporation. Rien. On a mis son siège en jeu pour les maternelles 4 ans, la réforme du mode de scrutin. Et ce que le député de Saint-Jérôme souligne ce matin, c'est qu'on avait également promis la réduction de la taille de l'État, 5 000 fonctionnaires de moins. Dans les faits, on en a ajouté 15 %. Et quel est le résultat? Détérioration des services, puis on se targuait d'être les experts de la gestion, de la saine gestion des finances, le pire déficit de l'histoire du Québec.
Le constat, c'est qu'on ne peut pas se fier à la parole de la CAQ. C'est partagé par des millions de Québécois, mais maintenant, c'est énoncé clairement par les députés de la CAQ eux-mêmes. Je cite le député, « Je compte pousser la CAQ à réaliser l'agenda de la CAQ, mais de l'autre bord de la Chambre. » Est-ce que le premier ministre peut reconnaître... La réponse du premier ministre. Madame la présidente, je viens d'entendre le chef du Parti québécois dire qu'il faut rester fidèle à ses principes. Il me semble qu'il est un peu mal placé pour dire ça, parce que j'ai des citations ici, là, puis je pourrais aller dans le détail, mais disons que je les résume. Il a dit « J'ai un malaise avec le nationalisme québécois. Le déclin du français n'existe pas. La loi 101 au cégep n'est pas une bonne idée. Les souverainistes harcèlent les Québécois qui ne veulent pas d'un référendum. » Donc, quand on parle de quelqu'un qui a changé d'idée, il me semble que la personne qui a le plus changé d'idée dans la salle ici, c'est le chef du Parti québécois. Maintenant, Madame la présidente, le chef du Parti québécois vient de nous dire qu'il faudrait réduire la taille de l'État. Ou qui dit qu'on aurait dû réduire la taille de l'État. Madame la présidente, on a augmenté le nombre de personnes dans les réseaux de l'éducation et de la santé. Quand le chef du PQ nous dit que le déficit est trop élevé, il pourrait-tu nous donner une suggestion concrète? Quelles dépenses il couperait pour réduire le déficit? J'en demande juste une suggestion. Première complémentaire. Le sujet, Madame la présidente, c'est celui des promesses électorales très claires, brisées par le premier ministre. Il disait que ce ne serait pas un gouvernement dépensier, la CAQ. Pire déficit de l'histoire, des bonbons électoraux, des chèques, des fiascos financiers dans la maison des aînés, les maternelles 4 ans, les transports collectifs qui nous coûtent beaucoup plus cher que prévu, des investissements comme Flying Whales, Taiga, Nordvolt. Est-ce qu'il peut reconnaître que son bilan en matière de gestion des finances publiques est un échec de l'aveu même? Réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, je vais profiter de cette opportunité pour essayer d'avoir une position du PQ. Je n'ai pas réussi avec le Parti libéral. Est-ce que le PQ est d'accord avec Nordvolt, GM, Ford? Est-ce qu'il est d'accord avec une vision à long terme de développer Hydro-Québec? Dimanche, je serai dans le nord du Québec pour inaugurer le barrage Bernard-Landry. Est-ce que le chef du PQ a autant de vision que Bernard Landry, ou s'il dit « Moi, la filière batterie, je n'y crois pas. Moi, le développement d'Hydro-Québec, je n'y crois pas. » Est-ce qu'on pourra avoir le... Quelle est sa position? Deuxième, monsieur le député de Matane-Matapédia, j'entends un petit peu trop de deuxième complémentaire. C'est le chef que je vais entendre. Belle tentative de changer le sujet. Je réitère ma question. Après que son super ministre nous a avoué qu'il n'y a plus de motivation pour continuer, ce qu'on a entendu ce matin, je cite, « Malheureusement, l'énergie et l'audace nécessaires pour dissiper le statu quo semblent s'être dissipées. J'ai tout essayé pour ramener l'agenda caquiste. Ma conclusion, c'est qu'il est temps que je parte. Je ne peux plus regarder les électeurs dans les yeux. » Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que, de l'avis de ses propres députés, il fait le contraire de ce qu'il a toujours promis? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, j'ai encore des citations. À un moment donné, le chef du PQ a dit qu'il faut baisser les impôts. Puis l'autre fois, il a dit qu'il ne faut surtout pas augmenter. Comment il a dit ça? Il ne faut pas taxer davantage les Québécois. Donc, il dit une chose et son contraire. Mais le plus surprenant, c'est hier, on dépose une motion pour dire que les tarifs résidentiels ne devraient pas augmenter de 3 et de maximum 3 Le PQ s'est abstenu. On pourrait-tu savoir, le PQ va-tu les augmenter si jamais il est au pouvoir de 4 5 6 De combien le PQ veut-il augmenter les tarifs d'électricité résidentielle? En question principale, il n'y a qu'une seule personne qui aura le droit de parole. Ici, j'aimerais entendre la députée de Vaudreuil. Merci, Madame la présidente. La période estivale dans le comté de Vaudreuil se résume en un mot, trafic. Tout est bloqué en permanence. Les boulevards, les routes secondaires, les quartiers résidentiels, tout est bloqué.
Prisonnier dans notre propre ville, déclare la citoyenne Nadine Blanchette dans une lettre ouverte. Elle lance un véritable cri du cœur au nom de toute la population. Il y a une lourdeur dans l'atmosphère à Vaudreuil, une impatience, un sentiment d'abandon. Les problèmes de congestion routière vont bien au-delà du trafic normal. Ils ont des répercussions majeures sur l'ensemble de nos citoyens. Nos enfants sont en retard à l'école à tous les matins. Les cas de rage au volant, là, ça a fait les journaux, c'est terrible. Les accidents sont de plus en plus nombreux. Nos commerces locaux ont peine à survivre. C'est pas normal que le trafic de l'autoroute se retrouve dans les rues résidentielles à travers des enfants qui jouent. Est-ce que la ministre des Transports peut se lever pour parler franchement aux citoyens de Vaudreuil qui sont exaspérés? Est-ce qu'elle peut se mettre en mode solution? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, toujours la même question et la députée de Vaudreuil va avoir la même réponse. Je vais lui donner des éléments sur tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé pour gérer cette situation-là d'urgence parce qu'on a dû fermer le pont et on doit le reconstruire en urgence. Mais je ne peux pas m'empêcher de commencer en disant que la meilleure façon d'éviter la situation qu'elle est en train de décrire, c'est si elle et son précédent gouvernement s'en étaient occupés avant qu'on soit obligé de le fermer en urgence en 2021. C'est ça la réponse la plus simple, Madame la Présidente. Les libéraux étaient là 15 ans. Ils ont laissé les infrastructures en général se détériorer, que ce soit nos ponts, nos viaducs, nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD, nos CPE, etc. Et là, qu'est-ce qui arrive, Madame la Présidente? On est rendu à un PQI de 153 milliards et malgré tout, on n'arrive pas à rattraper le déficit de maintien des actifs que les libéraux nous ont légué et les péquistes avant eux. Tout le monde a participé au fait que c'était pas en mode d'entretenir les infrastructures. On aime mieux les développer. Et là, nous, on se retrouve à être obligé de fermer en urgence le pont de l'île aux Tourtes chez la députée libérale de Vaudreuil à l'époque. Elle est indépendante, mais ça fait pas longtemps, là. Elle a toujours été dans le gouvernement libéral. Le gouvernement libéral aurait pu entretenir le pont, aurait pu reconstruire le pont avant qu'on soit obligé d'en arriver à la situation dans laquelle on est actuellement. Et la députée de Vaudreuil n'a pas réussi à convaincre son gouvernement libéral de le faire. Et là, on est pris dans cette situation-là, Madame. Première complémentaire. Je le réitère, Madame la Présidente. Attendez. Je suis debout. Voilà, on rétablit le silence. Allez-y. Je le réitère, Madame la Présidente, 2 fois le gouvernement de la CAQ a repoussé la construction du pont de l'île aux Tourtes. On est dans une situation catastrophique. Des solutions, il y en a. On en a proposé. On en a proposé à l'ancien ministre. On en a proposé à la nouvelle ministre. Désengorger, ça prend de la volonté. Elle est où, la volonté? Les citoyens de Vaudreuil et Soulanges, parce que Soulanges appelle aussi à mon bureau, il y a des problématiques. Ils veulent plus qu'une joute politique. Ils veulent des actions sur le terrain. Est-ce que la ministre veut nous aider? La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, on est loin de la joute politique. La députée sait très bien qu'on fait énormément de rencontres de suivi avec nos équipes, à laquelle elle est toujours conviée d'ailleurs. La députée de Soulanges est toujours présente avec son équipe, nos partenaires, nos équipes, mon cabinet, notre ministère. Donc, elle le sait très bien. La deuxième chose, la 30 est gratuite. À chaque fois qu'on est obligé de fermer des voies en urgence parce que le vieux pont est magané puis la sécurité, c'est toujours notre premier critère. Donc, quand on est obligé de fermer, on ferme. Je mets toujours la 30 gratuite, le péage sur la 30. On a payé pour des stationnements incitatifs. On a ajouté une ligne sur le train de banlieue. Elle le sait très bien. Donc, on paie des mesures d'atténuation. On fait le maximum pour offrir des alternatives aux gens qui habitent dans le secteur. Mais, Madame la Présidente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Construire un pont, ça se fait pas en 2 semaines. Elle sait que je suis allée inaugurer la construction du pont en personne sur le terrain. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, on est venu inaugurer le pont. On ne s'est même pas déplacé à Vaudreuil. On a resté l'autre bord du pont à Sainte-Anne-de-Bellevue parce que c'était trop compliqué de venir rencontrer les citoyens de Vaudreuil. C'est terrible. C'est terrible. Dans les tribunes, là, il y a des citoyens qui sont ici. C'est les citoyens qui ont ramassé les noms pour la pétition. C'est 16 000 noms qu'ils ont ramassés. Il y a une urgence. Je vous invite à venir dans le comté, traverser-le, le pont, se déplacer dans le comté de Vaudreuil. Là, juste les professeurs qui veulent se rendre à l'école pour enseigner, ça leur prend 1 heure, un trajet qui leur prenait 15 minutes. Qui a dit ça? La réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, quand je suis allée inaugurer le début de la construction du nouveau pont, ma collègue de Soulanges était là. La députée n'était pas là, mais c'est drôle, ces maires de Vaudreuil, eux, ils ont réussi à se déplacer pour venir l'inaugurer, l'ouverture du pont. Donc là, je pense que cet après-midi, on n'inventera pas des faux problèmes. Tout le monde était là, sauf la députée. Alors, et le pont, il est en train d'être reconstruit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'sais, on inaugure la construction du nouveau pont. Elle pourra au moins se présenter, mais au lieu de ça, elle vient se plaindre ici qu'on est en train de construire le nouveau pont, à défaut qu'elle et son gouvernement s'en soient occupés quand c'était le temps. Alors, Madame la Présidente, on fait le maximum pour les mesures d'atténuation.
Je suis extrêmement sensible à la situation. Beaucoup de gens m'en parlent, beaucoup de gens m'écrivent. On en est conscient. La députée de Soulanges passe son temps à répondre aux citoyens, à leur expliquer les alternatives. On met beaucoup d'argent. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Ces semaines de rentrée parlementaire pour nous, mais pour des milliers de Québécoises et de Québécois, eh bien, faute de place en CPE, il n'y en aura pas de retour au travail. En 2021, il manquait 37 000 places dans le réseau. 300 plus tard, il en manque encore 34 000. À ce rythme-là, Madame la Présidente, ça va prendre 34 ans pour y arriver. 34 ans. Pendant ce temps-là, les familles du Québec s'appauvrissent. Pas de place à temps, ça veut dire la fin du RQAP, ça veut dire une perte de revenus énorme pour les familles incapables de retourner au travail, et ça fait particulièrement mal dans le contexte économique actuel. Pourtant, les études le prouvent, les investissements en petite enfance, ça rapporte gros. Madame la Présidente, le gouvernement va-t-il enfin comprendre qu'en négligeant l'éducation de la petite enfance et en refusant de compléter le réseau, il appauvrit les femmes et les familles du Québec? La réponse de la ministre de la Famille. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, vous dire qu'on a mis en place le grand chantier et en date de juillet, c'est plus de 25 000 places subventionnées qui ont été justement offertes aux familles du Québec pour répondre aux besoins. Et d'ailleurs, il faut le dire, ça a un impact sur la liste d'attente. Alors, on va regarder ce qui s'est passé dans la dernière année. Alors ici, la petite ligne orange, c'est pas pour QS. La petite ligne orange, c'est pour l'année 2023-2024. Donc, une diminution mois après mois de la liste d'attente par rapport à l'année d'avant. Et je fais remarquer à mon confrère en plus que l'écart s'agrandit de mois en mois parce que notre priorité, c'est de créer des places. C'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on va continuer à faire. Bon week-end. De la même fin à la période de questions et de réponses orales.